Je sais, tu entends parler du Bitcoin depuis des années. Mais au fond, tu ne l'as jamais vraiment compris. Tu sais, il y a un an, je ne le comprenais pas non plus. Mais tout a changé autour et tu dois vraiment le comprendre. Ce sera avec ou sans toi, mais au moins, tu auras fait ton choix. Les plus grosses boîtes de ce monde en achètent massivement dans un silence assourdissant. Plus de 98% de la population mondiale n'en possède pas. Les plus gros accumulent pendant que le peuple ne fait absolument rien. Tu as sans doute un avis sur le Bitcoin. C'est trop cher, c'est trop tard, ça n'a pas de valeur, il va retomber à zéro, je comprends rien. Et pourtant, tu es ici. Je t'en remercie. Mais tu t'en remercieras à toi-même encore plus à la fin. Car tu te laisses une chance d'essayer de comprendre et c'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver aujourd'hui. On va voir rapidement ce que c'est réellement avec un bref retour en arrière. Puis je vais t'expliquer les choses telles qu'elles sont et tu devrais pas rater ça. Son origine, la crise des subprimes en 2008. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tes parents n'ont pas oublié. En 2008, les banques ont plongé le monde dans le chaos à cause de leur cupidité. Mais je vais pas te faire un cours d'économie aujourd'hui, alors on va imaginer pour que tu comprennes bien. Imagine un gros bol rempli de crottes de lapin. Et tout au-dessus, une petite couche de caviar. Eh bien, en 2008, les banques ont prétendu vendre un bol entier de caviar, alors que c'était principalement un bol rempli de déjections. Ça peut te faire sourire, mais si tu te renseignes un peu, c'est ce qu'ils ont fait. Tromper les gens pour faire un maximum de profit, laissant les gens assumer le risque et finir ruinés. Ils ont octroyé des crédits immobiliers à tout le monde et les gens se sont retrouvés incapables de payer leurs crédits. Ils ont rassemblé ces contrats douteux, crottes de lapin, dans des packs avec des bons contrats, des caviars. Et des gens ont investi là-dedans, croyant acheter le caviar. Bref, le monde financier s'est quelque peu écroulé, des tas de gens ont perdu leurs maisons et leurs économies. Des banques ont fait faillite et d'autres ont été sauvées par les banques centrales. Comment? Ils ont produit massivement de la monnaie pour acheter les dettes des banques. Et si tu as suivi ma dernière vidéo, tu as compris le problème. Dilution massive de l'économie, grosse inflation derrière. Tu aurais pu faire le combo gagnant. Tu perds ta maison car ton banquier t'a proposé un crédit que tu n'es pas capable d'assumer seul. Tu perds ton emploi car c'est une crise financière majeure. Et par derrière, le coup de grâce. Pour sauver les banques des copains qui ont merdé, ils créent de l'argent pour racheter leurs dettes, réduisant tes maigres économies à ras les pâquerettes. Et puis, l'uppercut final. Tu te retrouves face à une envolée des prix à cause de l'inflation créée. Et c'est de ce constat que le Bitcoin est né, par une perte totale de confiance dans notre système économique et nos monnaies appelées fiat. Rapidement, le Bitcoin, c'est quoi? Tu peux le voir comme une réponse directe à notre fausse monnaie. C'est une monnaie numérique qui est décentralisée. Elle ne dépend pas d'un organisme ou d'un gouvernement, à l'inverse de notre monnaie qui est donc centralisée. Le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto, dont personne n'a jamais pu trouver l'identité réelle. C'est probablement un groupe de personnes. Cet anonymat était donc nécessaire, puisqu'il possédait la plus grande partie de Bitcoin à sa création. Et le Bitcoin aurait été en quelque sorte centralisé si on savait qui le détenait à l'origine. Il a été inventé parfaitement. Toutes les transactions sont visibles par tout le monde et elles sont uniques. Si on te verse du Bitcoin sur ton portefeuille numérique, appelé wallet, c'est irréversible. Aucun gouvernement ne pourra donc chercher dans ton portefeuille sans ton accord. Son nombre a été défini à 21 millions d'unités de Bitcoin maximum, quoi qu'il arrive. Donc, contrairement à nos monnaies, son nombre est limité, ce qui fait qu'avec le temps, sa rareté augmente et sa valeur également. C'est tout l'inverse de l'euro et du dollar. Tout est sécurisé par les pairs, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Les transactions, achats et ventes sont donc validées par ce qu'on appelle les mineurs, qui doivent fournir d'importantes puissances de calcul pour faire valider les transactions. En échange de cette puissance de calcul, ils reçoivent une récompense en Bitcoin. Dans le jargon, ils minent des blocs et reçoivent la récompense du bloc. En opérant ainsi, le réseau est sécurisé et infalsifiable, impossible de tricher. Et tous les 4 ans a lieu ce qu'on appelle le halving, dont tu as sans doute vaguement entendu le nom. La récompense du bloc est divisée par 2. Par exemple, s'ils recevaient 4 bitcoins par bloc, ils n'en recevront jamais plus que 2 à l'avenir. Donc plus le temps passe, plus il est dur d'obtenir du bitcoin, plus la rareté augmente. Bref, on passe à la suite, le but n'est pas de t'embrouiller avec tout ça. Mathématiquement instoppable. Je vais maintenant te faire prendre conscience de quelque chose avec des chiffres. Tu l'as entendu, il existera pour toujours au maximum 21 millions de bitcoins. On considère déjà que 3 à 4 millions de bitcoins sont perdus à jamais.
car les gens ont perdu accès à leur wallet ou portefeuille. On en parle plus loin, mais retiens déjà qu'il n'en reste plus que 17 millions. Actuellement, les mineurs savent miner au maximum 450 bitcoins par jour. Pour que tu comprennes bien, il existera au total 21 millions de bitcoins, mais il faut les miner. Et avec le fameux halving, le dernier bloc de bitcoin serait miné en 2140. Et pourtant, on a déjà miné 90% des bitcoins possibles. Bref, retiens, actuellement on en mine 450 par jour, et ce chiffre sera divisé par 2 tous les 4 ans. Ce que tu dois comprendre, c'est que depuis que Trump est président, le Bitcoin a été largement popularisé. Aux États-Unis, ils ont créé des ETF Bitcoin il y a un an. En gros, des gens achètent des parts de cet ETF en bourse et en contrepartie, les sociétés qui les émettent rachètent réellement du Bitcoin. Et ça marche du tonnerre. BlackRock et compagnie achètent tous les mois des quantités astronomiques de Bitcoin. En parallèle, tu entends peut-être parler des grosses boîtes qui achètent massivement du Bitcoin en trésorerie. MicroStrategy, Metaplanet, mais aussi Meta, Tesla, etc. Des pays entiers en font des réserves, l'Argentine, les USA, les Philippines, le Salvador, etc. Avec tout cela, ils s'achètent chaque jour entre 1000 et 3500 bitcoins. Et ça monte parfois jusqu'à 10 000 par jour quand les ETF passent à l'achat. Et ce genre d'ETF arrive en Europe, donc encore plus d'argent injecté dedans. Cerise sur le gâteau, près de 70% des wallets ou portefeuilles qui détiennent du bitcoin sont des holders. Comprends par là qu'ils en accumulent sans jamais le vendre. Tu commences à comprendre? Un nombre de bitcoins limité dont la majorité des acheteurs ne vendent jamais et qui se produit à maximum 450 unités par jour et dont on en achète 10 fois plus chaque jour. La pénurie est inévitable. Il va manquer cruellement de liquidité sur le marché. Comprends par là qu'il n'y en aura plus beaucoup à acheter. Et pourtant, les ETF sont obligés d'en acheter quand des clients achètent leur ETF. Donc la demande va continuer à croître. C'est mathématiquement inévitable désormais, le train est en marche et il ne s'arrêtera plus. La pénurie risque d'arriver très vite et je pense que ce sera entre 2026 et 2028. Et qu'est-ce qui se passe quand la demande dépasse largement l'offre? Explosion des prix. Les plus gros achètent pendant que la population regarde sans rien faire, sans comprendre. La question n'est plus de savoir si le Bitcoin va s'envoler, mais de savoir si toi, tu vas décoller avec ou le regarder monter depuis la terre ferme. Le Bitcoin est sans valeur? Une image vaut 1000 mots. Comparé au Bitcoin, tout tend vers zéro. Pourquoi? Puisque de l'or reste de l'or, une brique reste une brique, le Bitcoin reste du Bitcoin. Par contre, la quantité de monnaie pour les acquérir ne fait qu'augmenter puisqu'elle perd en valeur. Et à l'inverse, le coût en Bitcoin ne fait que diminuer. Regarde, il fallait presque 34 000 bitcoins pour acheter une maison classique aux États-Unis en 2012. 13 ans plus tard, il en faut environ 4. En 2015, une once d'or coûtait 5 bitcoins. En 2025, une once d'or coûte 0,03 bitcoin. Par contre, le prix en monnaie a quasiment triplé. Avec le temps, les fiat perdent en valeur, l'or en gagne et le bitcoin explose. Un simple bitcoin a désormais plus de valeur qu'un gros lingot de 1 kg d'or. D'ailleurs, on basait initialement la valeur du dollar sur la quantité d'or que les États-Unis possédaient. Cette réserve se trouve à Fort Knox et n'a plus été auditée ou validée par un organisme extérieur depuis 50 ans. Et le bitcoin? Sa quantité réelle est vérifiée toutes les 10 minutes à la fin de chaque bloc. Mais qui est vraiment sans valeur au final? Notre monnaie ou le bitcoin? Voilà la triste réalité. C'est trop tard? Près de 98% de la population mondiale n'en possède pas. Aussi dingue que cela puisse paraître, nous sommes toujours dans la phase d'adoption précoce. Mais ce qui est vrai, c'est que les taux se resserrent de plus en plus vite. Et une chose est sûre, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est mathématique. Regarde ici la fluctuation des prix du Bitcoin à chaque année. À chaque nouveau record, ou all-time high, ou ATH, les gens se sont dit que c'était trop tard, trop haut. Et ensuite, vu la croissance des prix, ils se sont trouvés stupides de ne pas en avoir acheté plus à ce moment-là. Ne regrette pas le passé. Le Bitcoin était moins cher puisqu'il y avait un risque qu'il ne soit pas adopté massivement, et donc d'échouer. Ce risque est diminué chaque jour, et en échange de cette baisse de risque, tu payes un prix plus cher. Tu verras sans doute passer cette phrase si tu t'intéresses au sujet. On achète le Bitcoin au prix que l'on mérite. Cette phrase est dure, mais elle est juste. Tu payes le prix du temps qu'il t'a fallu pour comprendre. Il faut rester humble. C'est trop cher pour toi? Aujourd'hui, le Bitcoin oscille entre 98 000 et 105 000 euros. Et tu le constates, tu n'as pas cet argent. Moi non plus, et la grande majorité des gens non plus.
Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu ne dois pas acheter un bitcoin entier. En fait, il existe 8 décimales après la virgule. La plus petite unité du bitcoin est donc 0,000000001 bitcoin, que l'on appelle Satoshi en hommage au créateur. Tu peux donc y investir n'importe quel montant et non pas son prix unitaire. Est-ce que le bitcoin est cher? Peut-être. Est-ce que son prix va augmenter? Sans aucun doute. Regarde, ici tu peux voir combien d'argent sont placés dans le bitcoin. Le bitcoin a donc dépassé la capitalisation de l'argent, la matière première, mais il a encore une belle marge de progression. Bitcoin à 1 million? J'y crois largement. Ce que tu peux faire. Avant toute chose, il est temps de te le dire. Cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne connais ni ton patrimoine, ni ton but, ni tes revenus, ni tes dépenses. Donc je ne peux en rien te conseiller. Fais tes propres recherches, fais ton propre avis et surtout fais les choses intelligemment. Pour savoir ce que tu pourrais éventuellement investir, tu dois faire des calculs précis. Et pour ça, je t'invite vraiment à consulter ma vidéo Combien épargner, combien investir avant de faire quoi que ce soit. Lien en description. Ceci étant dit, je vais te dire ce que je fais moi en 2 étapes. Étape 1, se fixer un objectif en Satoshi. Il doit être réaliste par rapport à ta situation et il peut être symbolique. Par exemple, viser d'atteindre 0,0001 Bitcoin, puis peut-être 0,001 Bitcoin, puis peut-être 0,01 Bitcoin, puis peut-être 0,1 Bitcoin, puis peut-être 0,25 Bitcoin, etc. Ne te mets pas en danger. Vision long terme et bon père de famille. Ne te frustre pas. Si on répartissait équitablement les 21 millions de Bitcoin en 8 milliards d'êtres humains, cela donnerait 0,0026 Bitcoin par personne. Et pourtant, tu le sais, il y en a déjà beaucoup qui sont perdus. Et certaines personnes en possèdent déjà beaucoup également. Donc la réalité est bien plus sombre. Il y en a moins que ça par personne. Étape 2, en accumuler le plus possible avant la pénurie. Pour ça, je réalise un DCA mensuel. Ça veut dire que j'investis chaque mois la même somme, peu importe que le cours soit à la hausse ou à la baisse. Cela permet donc de lisser son prix d'entrée. Mais retiens une chose, au final, peu importe le prix d'achat. Ce qui compte, c'est d'en avoir. Ensuite, je le place en yield. Ça veut dire que mon Bitcoin est prêté et chaque jour, je récupère des intérêts payés en Satoshi. Le plus dingue, ces intérêts sont directement reprêtés et génèrent donc potentiellement chaque fois plus d'intérêts. C'est l'effet boule de neige. Pour faire tout cela, je passe par une plateforme externe qu'on appelle Exchange. Il en existe plusieurs comme Binance, Kraken, Coinbase, etc. Mais personnellement, je passe par Finari. C'est une application française. Elle permet de suivre ton patrimoine et d'acheter de la crypto-monnaie. Pourquoi je passe par eux? Ils sont réputés, fiables et transparents sur leurs coûts. Et surtout, j'avais déjà l'abonnement premium. Donc je paye des frais d'achat réduits, 0,99 au lieu de 1,29%. Si tu veux tester, voici un lien de parrainage qui t'offre un mois premium, et donc les coûts réduits. Lien en description. Ce que tu dois absolument respecter. N'oublie jamais une chose, tant que ton Bitcoin est sur un exchange, ou aux toilettes, ou bien qu'il est en prêt, ou yield, il ne t'appartient pas vraiment, et tu pourrais le perdre. C'est comme si tu avais 100 000 euros à la banque et que tout le monde voulait le retirer en même temps. La banque en serait incapable et bloquerait tout. Et avec la future pénurie, j'ai peur que ça arrive. La solution? Le stockage sur un cold wallet via une clé privée. Tu transfères officiellement ton Bitcoin sur un portefeuille sécurisé. Et tant que tu perds pas la clé, une fois transféré dessus, c'est vraiment à toi et totalement décentralisé. Pour moi, si tu envisages d'acheter du Bitcoin, tu es obligé de prévoir cela. C'est vraiment important. Moi, je suis passé par Ledger et c'est encore une fois une boîte française. Tu peux te contenter des premiers modèles, le Nano S compatible pour Android ou PC, ou le Nano X pour avoir aussi iOS. Ne t'inquiète pas, je te ferai une vidéo complète sur ce stockage. Mais en attendant, note bien que tu devras y passer obligatoirement et que ça a un coût. Ce que je prévois personnellement, 2025 égale accumulation et prêt, début 2026 égale fin des prêts et transfert total sur un cold wallet. Bref, renseigne-toi et prends tes propres décisions. Leçon d'histoire. Chaque grande invention a eu de nombreux détracteurs. Et au final, ceux qui se sont adaptés l'ont emporté. Et les autres ont regardé de derrière. De quel côté souhaites-tu rester? Je te laisse y réfléchir et rassure-toi. Nous allons voir des actifs plus communs dès la semaine prochaine. Nous allons enfin aborder la bourse. Alors, pense à t'abonner si tu veux pas rater le guide complet. Et moi je te dis à lundi prochain.